co-animatrice. Aujourd'hui, c'est le 3e webinaire qu'on offre. Essentiellement, c'est la même chose, mais pour ce webinaire ici, on va utiliser les exemples du cycle intermédiaire. Si vous n'êtes pas au cycle intermédiaire, ce n'est pas grave. Dans la présentation que vous allez recevoir demain, vous allez voir les exemples du cycle primaire, moyen et intermédiaire. Mais aujourd'hui, on va vraiment concentrer sur le cycle intermédiaire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on a tellement de matière à vous passer aujourd'hui qu'on a décidé de morceler un peu, d'enlever certaines diapos pour réduire un peu le temps. Mais malgré ça, le webinaire, va durer un peu plus longtemps que 60 minutes. À date, il a duré 69 minutes et puis ce matin, 66 minutes. Alors, je ne sais pas si c'est nous autres qui nous améliorons ou si les gens avaient moins de questions et de commentaires, mais en tout cas, on accueille avec joie vos questions, puis on aimerait bien que vous participiez. On veut que ça soit interactif. À un certain moment donné, on va vous demander de répondre à des petites questions. Alors, si vous pourriez faire ça, ce serait bien apprécié. Alors, je vous rappelle que la session est enregistrée. Donc, si vous avez des collègues du cycle intermédiaire qui ne pouvaient pas se joindre à nous, aujourd'hui, vous pourriez leur faire le message que tous nos webinaires sont enregistrés et sont disponibles. Si vous allez sur YouTube et tapez ADFO dans la petite boîte de recherche, on a une chaîne. Alors, tous nos webinaires sont affichés sur la chaîne quelques jours après que le webinaire a eu lieu. Alors, comme tous les webinaires, je vais commencer par faire la reconnaissance du territoire. Alors, je vais demander à ma collègue Lise si elle pouvait partir son diaporama, mais ce n'est pas grave. La permission de partager Oh l'écran? mon Dieu! Oui, OK. Alors, voici. Vive la technologie. Alors, Lise, je viens de te mettre comme co-animatrice. Merci beaucoup. Merci, Lise, pour le rappel. Et alors, on fait toujours la reconnaissance du territoire au début de nos webinaires. Et puis, aujourd'hui, on va faire la même chose. Alors, pendant que vous lisez ce qui est écrit à l'écran, c'est certain que les 3 associations, en passant, on se met toujours ensemble pour offrir ces webinaires-là. Alors, ils sont offerts grâce aux subventions du ministère, mais on travaille vraiment en collaboration avec nos 2 associations sœurs, alors OPC et CPCO. Alors, on reconnaît que les terres sur lesquelles on se trouve présentement, c'est des terres qu'il faut prendre soin. Et puis, c'est des lieux de rassemblement où se déroulent des cérémonies ancestrales de célébration, d'initiation, de renouveau. Et puis, on est très reconnaissant de pouvoir y travailler. Alors, la photo que vous voyez là, c'est une photo de l'Est ontarien l'hiver passé. Moi-même, je suis sur un territoire dans l'Est ontarien. Je suis à Orléans présentement. Et puis, je regarde dehors pendant que je vous parle et il y a je sais qu'on est tanné à la fin février de la neige, mais c'est de toute beauté. C'est des gros flocons qui tombent. Et puis, ça me fait penser comment c'est important d'apprécier la terre et la nature. Peu importe si on a une belle journée, une journée pluvieuse, d'avoir une attitude positive face à la terre et aussi de prendre soin de cette terre-là. Alors, pensez à comment vous pouvez prendre soin de la terre, mais aussi pensez à toutes les façons positives qu'on peut apprécier la nature. Alors, quand il neige comme ça, on se dit, ah, c'est de toute beauté. Et puis, on peut aller pour une marche, on peut aller faire de la raquette, on peut aller faire du ski, parce que quand il y a de la neige, les skieurs sont toujours contents. Quand il pleut, bien, on peut se dire, regarde, on a besoin de la pluie pour faire pousser les plantes et la nourriture qu'on mange. Les fermiers sont toujours contents quand il y a de la neige. Alors, essayez d'être positif. Alors, si vous le voulez, ce n'est pas nécessaire, mais dans le clavardage, dites-nous où vous êtes. Et dites-nous comment vous appréciez la terre, cette terre sur laquelle on se retrouve, peu importe la saison, puis comment vous appréciez la nature. Et sur ce, je passe la parole à ma collègue Lise. Merci beaucoup, Pierre. Donc, tout au long de la présentation, je vais vous présenter là, au début les différents sujets que nous allons aborder au courant du webinaire. Donc, j'aimerais que vous pensiez à la façon dont vous pourriez utiliser la présentation d'aujourd'hui avec votre personnel enseignant, avec votre équipe école. Donc, on essaie de vous faciliter la tâche. Donc, n'hésitez pas à utiliser soit la présentation PowerPoint que vous allez recevoir dans les prochains jours ou encore les exemples mathématiques que vous retrouverez durant la présentation. Alors,
Aujourd'hui, on parle d'intégration des domaines en mathématiques. Nous nous sommes posé la question au niveau du comité, comment est-ce que nous allons aborder l'intégration des domaines en mathématiques? Donc, il y a un membre du comité qui a pensé à la construction d'une cabane dans les arbres, une cabane dans un arbre. Alors, les planifications à long terme, ce sont nos plans pour construire la cabane. Donc, on pense à l'utilité des plans pour construire notre cabane. Eh bien, les utilités et les avantages sont les mêmes pour nos planifications à long terme qui se retrouvent sur le site du programme cadre de mathématiques 2020. Les pratiques pédagogiques à fort impact sont représentés par le tronc, parce que le tronc offre une stabilité à l'arbre ainsi qu'à la maison que l'on va construire, et il nous permet aussi de rejoindre des sommets, tout comme les pratiques pédagogiques nous permettent de rejoindre de grands sommets avec nos élèves, avec notre enseignement et l'apprentissage. L'enseignement intégré des domaines, c'est le développement des compétences requises pour construire notre cabane. Donc, les compétences requises pour faire un enseignement intégré des domaines. Ensuite, nous avons la modélisation mathématique, qui est le processus pour la construction de notre cabane. Donc, de pouvoir suivre le plan de la construction. Et enfin, l'évaluation au service de l'apprentissage, eh bien, c'est le résultat de notre belle cabane qui est construite dans l'arbre. Donc, c'est le résultat au niveau de notre enseignement et de l'apprentissage des élèves. Donc, aujourd'hui, ensemble, on va construire la plus belle cabane dans l'arbre qui soit. Alors, nous verrons les planifications à long terme, les pratiques pédagogiques à fort impact, l'enseignement intégré des domaines, la modélisation mathématique et l'évaluation au service de l'apprentissage. Les grands experts et chercheurs au niveau du leadership nous disent qu'on devrait toujours se poser la question pourquoi et naturellement connaître la réponse pour inspirer l'action. Donc, si on connaît le but, les raisons, on va agir en conséquence, on va agir pour atteindre notre but. Donc, pourquoi est-ce que notre nouveau programme cadre de mathématiques nous présente les domaines intégrés ainsi que les contextes? Eh bien, c'est parce qu'en nous appliquons l'apprentissage à des contextes pertinents de la vie quotidienne. Donc, les enseignants élargissent et améliorent les expériences d'apprentissage de l'élève. Ils approfondissent ses connaissances et renforcent les habiletés dans différentes matières et même en dehors de la salle de classe. Alors, nous débutons par les planifications à long terme, qui sont les plans de ma cabane, pour la construction de ma cabane. Donc, on peut voir leur utilité et leurs avantages. Par contre, comme les plans pour construire ma cabane dans l'arbre, je dois en prendre connaissance, je dois me familiariser avec mon plan. C'est la même chose pour nos planifications à long terme. Nous devons nous familiariser avec les planifications pour pouvoir les utiliser et être un peu plus à l'aise avec. Donc, il y a des planifications long terme sur le site du nouveau programme cadre. Qu'est-ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles ne sont pas? Donc, ces planifications long terme sont des exemples seulement. Elles ne sont pas des documents obligatoires. Mais nous savons que certains conseils scolaires ont choisi une certaine planification annuelle pour tous les enseignants au niveau de leur conseil scolaire afin d'harmoniser les pratiques. Mais ce n'est pas des documents obligatoires. Ce sont des documents qui sont dynamiques. Donc, ce ne sont pas des livres de recettes. Par contre, je pense à ma grand-mère qui faisait des recettes sans livres, de recettes sans démarche. Bon, à l'occasion, on pouvait tricher un petit peu, mettre un petit peu plus de sucre. Bien, c'est comme nos planifications annuelles qui nous sont présentées. Nous devons les ajuster, les adapter selon les besoins, les forces et les défis de nos élèves. Donc, ces planifications à long terme incluent aussi toutes les attentes et tous les contenus au courant de l'année. Ils sont des documents de réflexion et, naturellement, ils priorisent l'apprentissage des élèves. Comment commencer ou débuter avec nos planifications à long terme? Donc,
C'est en les explorant, ces exemples-là qui sont sur le site du nouveau programme cadre. On a inclus le lien en bas de la diapositive, qui est un lien direct aux planifications à long terme. Par contre, il y a une autre façon d'aller les chercher au niveau des ressources. Donc, c'est selon votre désir. Donc, même si les planifications à long terme qui sont présentées par question et par sujet, parfois, elles peuvent être inconfortables ou insécurisantes pour le personnel enseignant, puis même pour nous. Au fur et à mesure que nous allons les déballer, que nous les explorons, que nous jouons avec les différents exemples, qu'on fait des liens aussi avec l'ancien programme cadre de mathématiques, elles deviennent plus réalisables. Nous devenons plus à l'aise avec ces planifications long terme. On est moins hésitant. Donc, elles peuvent servir de point de départ pour nos conversations en communauté d'apprentissage professionnel. Elles nous donnent une idée à quoi elles ressemblent. Plus nous connaissons et plus nous comprenons les attentes et les contenus des programmes cadres, plus il est facile en intégrant les différents domaines mathématiques. Alors, les planifications long terme, comme on le présentait à l'autre diapositive, elles sont organisées, il y a un exemple organisé par question, un autre organisé par sujet, une autre élaborée par certains conseils scolaires et enfin, la dernière, élaborée par le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Chacune des planifications est sur un an, mais les temps qui sont indiqués dans les planifications doivent être révisés selon les forces et les besoins et les intérêts de nos élèves. Donc, nous allons tout de suite débuter avec la planification à long terme qui est présentée par question. Donc, il y a 10 questions, donc 10 blocs d'apprentissage qui sont d'une durée de 1 mois, mais qui doit être adaptée à nos élèves. Elle est présentée par cycle. Donc, il y a une comparaison entre les niveaux. Donc, pour le cycle intermédiaire, nous avons 7e année et 8e année côte à côte. Donc, nous pouvons voir le continuum des apprentissages. Chaque question implique déjà plusieurs domaines, donc l'intégration des domaines est déjà exploitée. Nous allons voir un exemple concret tantôt qu'on voit à l'écran dans les planifications à long terme. Donc, on va voir l'intégration des domaines. Ensuite, la planification qui est présentée par sujet. Donc, au cycle intermédiaire, il y a 10 sujets, donc 10 blocs d'apprentissage. Au primaire, simplement pour vous informer, il y a 8 sujets et au moyen, il y en a 11. Les temps sont flexibles, ils sont présentés, ils nous donnent une idée, entre 10 et 30 jours. Ils sont présentés par cycle aussi, donc il est facile de comparer les différents niveaux, de voir le continuum d'apprentissage. Et chaque sujet implique plusieurs domaines, donc l'intégration des domaines est déjà exploitée. Pour la planification à long terme élaborée par les conseils scolaires, elle est présentée par niveau. Donc, on va avoir 7e année par lui-même et 8e année par elle-même. Il y a aussi un document au niveau qui s'appelle Intégration du codage, qui est un document qui est vraiment clair, net et précis. Il nous montre comment intégrer le codage aussi aux autres domaines. Donc, il est facile d'emploi. Cette planification annuelle, elle est organisée par mois en identifiant le domaine, les attentes et les contenus. Les contenus sont déjà intégrés aussi par domaine. Et enfin, la planification à long terme du Centre franco-ontarien. Elle est présentée 2 niveaux à la fois. Donc, première, deuxième ensemble, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Elle utilise l'approche en spirale, donc on revisite certaines attentes et certains contenus. Elle est présentée par bloc de temps d'environ 2 mois et demi. On y présente le thème avec la grande idée, les attentes et les contenus. Alors, on va aller voir
à quoi ressemble la planification annuelle par question au cycle intermédiaire. Je replace mon écran. Alors, on vous a donné l'exemple, on a utilisé les mois de février, mars, avril et mai, donc pour la 7e année et 8e année. Donc, on voit qu'ils sont côte à côte, donc on peut comparer les questions, comparer les domaines qui sont intégrés. Et au niveau de la 7e année, on peut voir aussi quand est-ce que les domaines se répètent, qu'on revisite certaines attentes. Alors, on va regarder simplement le mois de février au niveau de la question. Comment peut-on décrire l'espace qui nous entoure? Donc, on voit qu'en 8e année, on a la même question. Et au niveau des domaines qui sont intégrés, on a les nombres, l'algèbre et le sens de l'espace. Et c'est la même chose pour la 8e année. On remarque aussi au niveau des domaines que les nombres sont présentés, oui, en février, mais sont revus en mars, avril et mai. Et c'est la même chose pour l'algèbre. Donc, on voit que certains domaines sont revisités. Alors là, il y a une question. Donc, au niveau du clavardage, la question est la suivante. Vous, en tant que direction d'école, qu'est-ce que vous remarquez qui vous est utile au cycle intermédiaire? Ou encore, quels sont les avantages de cette planification? Alors, Lise, maintenant que c'est la 3e fois qu'on donne le webinaire, j'ai mis la question peut-être 3 minutes passées pour que les gens aient la chance de réfléchir un peu. Alors, maintenant, mais ça fait seulement quand même quelques secondes qu'ils voient le tableau. Mais merci, Olivier. Olivier qui est excellent pour regarder le clavardage à l'avance. Il a écrit, lui, les domaines se répètent pendant l'année, donc on peut solidifier les élèves. Excellente observation. Et puis, Maude nous écrit qu'il y a un réinvestissement des apprentissages. Alors, parce que si on regarde les 2 tableaux, c'est pratiquement identique, hein, n'est-ce pas? Alors, on se dit, bien, pourquoi est-ce que s'il y a la même affaire, pourquoi est-ce qu'on le fait 2 ans? Alors, merci Maude, parce qu'on réinvestit, puis peut-être qu'on approfondit un peu plus les apprentissages et les connaissances. Absolument. Vous me volez les mots de la bouche, donc on approfondit les apprentissages. Absolument. Alors, je vais faire une petite synthèse des petites observations qu'on peut avoir aussi en équipe de collaboration. On vient d'en avoir un autre, faire des liens avec la vie quotidienne, oui, grâce aux questions, absolument. Donc, puis on va revoir on va revoir des exemples tantôt, comment faire des liens avec la vie quotidienne. Alors, on a notre continuum aussi d'apprentissage. Vous l'avez dit, les attentes sont revisitées sous différentes questions, donc revues différemment. Chaque question implique plusieurs domaines, donc ils sont déjà intégrés. Et si j'enseigne dans une école, le niveau 7e et 8e année, le fait d'avoir la planification à long terme déjà organisée pour 7e et 8e année. En tant qu'enseignante, ça va me faciliter la tâche énormément. Enfin, vous l'avez dit, l'apprentissage en profondeur se fait lorsque les contenus et les attentes sont revus plusieurs fois. Donc, on va aller à la prochaine planification à long terme qui est la planification par sujet. Donc, on regarde le premier sujet qui sont les nombres, suites, régularités et formes géométriques dans la vie quotidienne. On a le même sujet en 8e année. On nous donne une idée de la durée qui est de 10 jours. Là, les différents sujets ont une durée entre 10 jours et 30 jours, mais naturellement, on adapte notre nombre de jours d'enseignement et d'apprentissage en fonction de nos élèves. Donc, le premier sujet, on remarque qu'on a les domaines des nombres, de l'algèbre et du sens de l'espace. Puis, on voit que ces domaines-là sont revus aussi dans le sujet opération et mesure. Ensuite, en littératie financière et opération, on voit que les nombres sont revus, l'algèbre aussi est revue. Et enfin, tâches de modélisation mathématique intégrée, on a l'algèbre. Donc, on peut avoir les mêmes observations que la planification
par question, c'est-à-dire que les attentes sont reliées. On voit le continuum d'apprentissage. Les attentes sont revisitées d'un sujet à l'autre. Les mêmes sujets sont abordés à différents temps durant l'année. Si j'enseigne un niveau multiple, bravo, ma planification, j'ai un très bon exemple de planification. Alors, on va aller voir maintenant un exemple encore plus précis. On va aller voir le sujet, nombre, suite, régularité, forme géométrique dans la vie quotidienne. Comment est-ce que ça m'est présenté dans la planification à long terme? Alors, on voit devant nous ce qui nous apparaît, c'est ce qui est à droite de votre écran. Donc, on voit que les domaines sont identifiés. Donc, nous avons le domaine des nombres, le domaine de l'algèbre, oui, excusez, suite et relation, et aussi raisonnement géométrique et spatial. Et le dernier domaine, je m'excuse, c'est le sens de l'espace, le E. Alors, moi, pour me faciliter la tâche, en tant que personne, et ça dépend de la façon dont nous travaillons, pour moi, le fait d'encadrer certains concepts ou certains mots-clés, ça m'aide à avoir des idées au niveau de l'intégration des domaines. Alors, vous remarquez que j'ai encadré les nombres naturels de 0 jusqu'à 1 milliard. Connaître aussi les puissances de 10 et de quelle façon ils sont utilisés dans la vie quotidienne. Ensuite, j'ai encadré, représenté la multiplication répétée des nombres naturels. Et au bas, au niveau de l'algèbre, j'ai une variété de suites à motifs répétés, les suites croissantes, linéaires, selon leur taux constant, et enfin, décrire et classer des cylindres, pyramides et prismes. Alors, simplement en regardant les concepts, les idées ou les mots-clés qui sont encadrés. La semaine dernière, j'écoutais les nouvelles et on entendait la nouvelle du robot qui était atterri sur la planète Mars. Alors, tout de suite, j'ai pensé au nombre jusqu'à 1 milliard ou encore les nombres avec puissance de 10 qui sont représentés. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour avoir une petite tâche ou un certain problème mathématique qui utiliserait ces contenus mathématiques, mais avec une nouvelle du jour. Donc, le robot qui s'appelle en passant Persévérance, quel beau mot à exploiter avec nos élèves et en même temps présenter notre ingénieure canadienne et avoir un problème soit au niveau de la distance entre la Terre et Mars, au niveau du temps que ça a pris à notre robot, au robot à se rendre. Et ensuite, au niveau des formes, on pourrait exploiter la forme du robot. On a vu certaines photos de ce robot. Donc, ce serait un beau lien à faire avec la vie quotidienne. Ensuite, c'est de toujours leur demander aussi comment le sais-tu. Donc, ils pourraient représenter leur réponse soit par un dessin ou différentes représentations. Donc, à partir de là, dans le fond, la question demeure comment moi, je peux aider ou diriger mon équipe école à utiliser ces planifications long terme et arriver à un programme de mathématiques avec intégration des différents domaines. Alors, je reviens, je ne peux pas m'empêcher de revenir à la diapo du début, dans le fond, quels étaient les avantages d'intégrer les domaines. Donc, l'intégration des domaines, ça nous aide parce que nous élargissons et nous améliorons les expériences d'apprentissage de l'élève. Nous approfondissons ses connaissances. Nous renforçons ses habiletés dans différentes matières et même au-delà de la salle de classe. Donc, nous avons préparé quelques questions que vous pourriez utiliser avec votre équipe école, avec les enseignants. Parce qu'en posant ces questions, on peut spécifier ce que nous savons déjà, donc nos forces, mais aussi les défis
à relever ce que nous voulons améliorer. Ça nous permet de réfléchir plus en profondeur. Puis cette année, ben, c'est un moment clé parce que c'est la première année de mise en œuvre de ce nouveau programme cadre. Donc, on a des exemples pour guider notre discussion ou entamer la discussion avec le personnel enseignant. Donc, quels sont les concepts, modèles et stratégies? Est-ce que les élèves ont besoin de plus de temps pour bien comprendre? Ensuite, la prochaine question, ce serait une bonne question si on fait une rencontre par cycle, donc pour guider la discussion au niveau des cycles. On demande, est-ce que la planification à long terme revoit les contenus plus d'une fois? Sinon, comment pouvons-nous adapter les planifications pour y revenir? Quels sont les apprentissages requis pour poursuivre avec les prochains contenus? Donc, si on est par cycle, ensemble, on peut trouver les réponses à ces questions. Et enfin, comment pouvez-vous créer des occasions pour que les élèves continuent à s'exercer et consolider leurs acquis lorsqu'ils passent à un nouvel apprentissage? Donc, ce seraient des idées de questions à poser au personnel pour entamer la conversation. On va passer à une question au niveau du clavardage. Comment fournissez-vous les occasions, le temps et l'espace pour poursuivre la conversation? Dans le fond, j'aimerais qu'on fasse un petit partage de pratiques réussies. Donc, est-ce que vous avez des pratiques particulières pour appuyer les enseignants ou pour qu'il y ait un partage de pratiques réussies? Donc, je vous laisse quelques secondes. Fait que j'avais déjà mis la question dans le clavardage. Alors, comment est-ce que comment vous allez faire ça? Là? Comment est-ce que vous allez passer à la prochaine étape avec vos personnels? Quelles seraient des occasions ou des façons d'entamer la discussion avec eux autres? Oh, wow, c'est super ça. Alors, Luc nous dit qu'il y a un bloc hebdomadaire de discussion mathématique au niveau du conseil de 3h15 à 3h45. Alors, c'est court, mais à toutes les semaines, un petit pour aider aux gens. Fait par niveau. Est-ce que, exemple, tous les profs de deuxième se retrouvent dans une salle et comme ça, ou ça fonctionne-tu par cycle? Comment ça fonctionne? C'est intéressant, ça. Oui. Par contre, nous sommes au cycle intermédiaire, donc peut-être que ce sont les enseignants Ah, de 7 probablement, et oui. 8. Absolument. Bien, un gros merci. Quelle bonne idée qu'on peut partager avec d'autres conseils, d'autres écoles. Donc, c'est une discussion générale pour l'intermédiaire. Absolument. Donc, on peut faire un beau partage de pratiques réussies. Donc, dans le fond, lorsque nous savons ce que les enseignants mettront en œuvre dans leur salle de classe ou encore quand on sait l'appui dont ils ont besoin, ça nous permet de faire des suivis, donc de connaître nos prochaines étapes. Donc, par exemple, si on a une rencontre, une communauté d'apprentissage professionnel, on pourrait dire à notre dernière rencontre, on était d'accord à essayer telle pratique pédagogique à fort impact. Comment est-ce que les élèves étaient engagés dans cet apprentissage? Donc, encore là, c'est un partage de pratiques réussies. Ou encore, vous avez partagé que vous vouliez en connaître davantage au sujet. Ça peut être au sujet d'une certaine pratique pédagogique. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous appuyer? Et là, les idées vont sortir. Est-ce que c'est une formation? Donc, enfin, l'important, c'est d'identifier une prochaine étape qu'on mettrait en œuvre pour faire un suivi afin de nous assurer de poursuivre. Ici, on a placé quelques idées pour poursuivre le travail, donc que ce soit en communauté d'apprentissage professionnel ou en équipe de collaboration, avoir des conversations, un partage de pratiques réussies ou même de tâches ou de problèmes qui intègrent différents domaines. C'est assez nouveau, donc si on partage notre matériel, tout le monde, ça va nous faciliter la tâche. Un partage de production ou de tâches d'élèves.
Donc, dans le fond, ça va prendre différentes formes au niveau des différentes écoles parce que chaque école a sa propre culture. Donc, le travail de collaboration sera différent. Mais une chose qu'on doit se souvenir, c'est que la collaboration, c'est la clé de l'engagement et du succès. Donc, la grande idée ou le but doit être connu par notre équipe. Donc, ici, ce serait à quoi ressemble l'enseignement et l'apprentissage en intégrant les domaines en mathématiques. Donc, ceci met fin à la présentation des planifications à long terme. Nous allons maintenant passer aux pratiques pédagogiques à fort impact, qui sont représentées par le tronc de l'arbre, parce que le tronc stabilise notre cabane qui est dans l'arbre. Nos pratiques pédagogiques nous offrent une stabilité et nous permet aussi d'atteindre de hauts sommets. Donc, c'est la raison pour laquelle les pratiques pédagogiques sont le tronc de notre arbre. Alors, les pratiques pédagogiques à fort impact sont présentées sur le site du programme cadre de mathématiques. Ça ressemble à ceci. Il y a 9 pratiques pédagogiques qui sont présentées dans le document. C'est un document que j'adore dans le sens qu'il est court, clair, net et précis. Chaque pratique pédagogique est sous 2 pages. La première nous présente les éléments ou les composantes de la pratique pédagogique à fort impact, tandis que la deuxième page nous présente comment est-ce qu'on pourrait mettre ça, comment est-ce qu'on met la pratique pédagogique en œuvre dans notre salle de classe. À quoi est-ce que ça ressemble? Puis moi, en tant que direction d'école, ça vient me chercher, là, ça. Donc, les pratiques pédagogiques à fort impact sont les suivantes. Résultats d'apprentissage, critères d'évaluation et rétroaction descriptive. Et quand je lis cette pratique pédagogique-là, je pense à la base de mon Inukshuk. Donc, si je veux une base solide, c'est la pratique à utiliser. Ensuite, nous avons l'enseignement explicite, les tâches et expériences de résolution de problèmes, l'enseignement pour la résolution de problèmes, les outils et les représentations, les conversations mathématiques, qui pour certains conseils scolaires s'appellent les jasettes mathématiques, l'enseignement en petits groupes, la pratique délibérée et les regroupements flexibles. Donc, chacune de ces pratiques-là joue un rôle important dans notre enseignement et dans l'apprentissage des élèves. Par contre, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, nous avons choisi l'enseignement explicite. Donc, nous avons choisi l'enseignement explicite pour aller voir vraiment ce que c'est et ce que ce n'est pas. Alors, dans la boîte de clavardage, là, je vois qu'on a déjà la question. Lorsque je dis enseignement explicite, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ça peut être une idée, ça peut être un mot en style télégraphique, là, juste comme ça. Lancez-nous ça. C'est quoi l'enseignement explicite? Alors, merci Olivier. Belle participation, Olivier. Olivier dit expliquer ce qu'on fait comme un haut-parleur, j'aime ça, de notre tête. Hey, c'est bon. Qui décrit ce qu'on fait. Sylvain dit décrire tout ce que je pense durant un processus d'enseignement. Luc dit faire du modelage. Absolument. Alors, vous avez raison. On va passer, quand vous parlez du modelage, d'enseigner étape par étape à haute voix ce qui se passe dans notre tête. C'est un enseignement qui permet à l'élève de devenir autonome, oui, et à mettre en œuvre des compétences nécessaires pour l'apprentissage. Quoi, quand, comment et pourquoi. C'est complet. Et d'y aller étape par étape, absolument, pour aider chacun de nos élèves. Je rappelle aux participants, quand vous écrivez dans le clavardage, assurez-vous que vous écrivez à tout le monde. Il y en a plusieurs qui écrivent seulement aux panélistes, là. Alors, allez cliquer sur la petite boîte bleue, puis choisissez l'option les panélistes et tous les participants. Parce que là, je ne suis pas sûre, mais tantôt, Luc, je pense que c'est Luc qui nous avait parlé là, au niveau du conseil. Je recule dans mes choses. Il y a quelqu'un qui t'a posé la question, est-ce que c'est pendant la journée scolaire?
votre discussion, là, le bloc hebdomadaire. J'imagine que c'est après l'école, hein, Luc? Tu veux-tu juste répondre dans le clavardage, s'il vous plaît? C'est bon, Lise, on peut continuer. Merci pour votre participation. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, dans le fond, l'enseignement explicite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, oui, c'est un enseignement intentionnel avec une planification minutieuse. On se concentre sur les attentes, les contenus d'apprentissage et les critères d'évaluation en utilisant le travail des élèves. Donc, c'est bien précis. On utilise de façon stratégique le questionnement. On clarifie, on modélise, on définit, on approfondit la réflexion. Donc, ce sont des choses que vous avez dit dans la boîte de clavardage. Donc, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas juste une transmission de connaissances, ce n'est pas l'enseignant qui parle et l'élève qui travaille. Donc, on a choisi l'enseignement explicite justement pour revoir les différentes composantes et les croyances qui peuvent être erronées. Pour illustrer certaines composantes importantes pour l'enseignement explicite, on va aller voir un exemple du cycle intermédiaire. Alors, je vous donne la petite mise en situation. Un enseignant veut mettre l'emphase sur les attentes du domaine des données. Les élèves exploreront les données du nombre de publicités vues dans une variété de réseaux sociaux en les représentant et les représentent en utilisant une table de valeurs que l'on voit à l'écran. Donc, c'est notre attente, dans le fond, des données. Mais nous allons aller voir le dialogue que l'enseignant peut faire le lien avec des attentes d'algèbre en posant certaines questions. Donc, il commence par le domaine des données, mais fait des liens avec l'algèbre. Donc, son premier commentaire, que remarques-tu de cette table de valeurs? Donc, il prend les réponses des élèves pour poursuivre avec combien de publicités pourrais-tu avoir en 3 heures? Comment le sais-tu? Ou bien donc, comment pourrais-tu le savoir? Alors, les élèves, naturellement, utilisent la représentation qu'ils désirent. Ils peuvent utiliser du matériel de manipulation, un dessin, une équation pour représenter leur processus. Donc, c'est avec une planification judicieuse, une bonne connaissance des attentes et contenus du programme cadre et l'utilisation du questionnement efficace que l'enseignant peut prendre l'occasion et faire des liens avec les concepts de différents domaines, et ce, souvent à partir des réponses des élèves. Mais même à partir de cet exemple-là, par où est-ce que je peux débuter en tant que direction d'école? Alors, naturellement, on doit toujours débuter à l'endroit où notre personnel se trouve. Donc, est-ce que nous savons où se trouve notre personnel avec l'enseignement explicite? Donc, si ma réponse est oui, bien, je suis contente parce que je vais simplement continuer. Donc, on va aller explorer, on peut retourner explorer le sujet, clarifier certaines idées erronées de l'enseignement explicite. On peut ensemble élaborer certaines tâches en faisant des liens entre les domaines, en élaborant certaines questions. On peut aussi analyser des tâches d'élèves pour aller voir où est-ce que je dois mettre l'emphase, où est-ce que je dois continuer, ou à partir des tâches d'élèves, comment est-ce que je peux intégrer les domaines avec mon questionnement. Si je ne suis pas certaine où est-ce que le personnel se trouve avec l'enseignement explicite, bien, peut-être que j'aurai des conversations avec le personnel. Peut-être que je leur enverrai un petit sondage aussi pour obtenir certaines informations. Peut-être qu'on organisera une communauté d'apprentissage professionnel au sujet de l'enseignement explicite. Peut-être même que j'organiserai une formation au sujet de l'enseignement explicite pour appuyer le personnel. L'important, c'est d'avoir un point de départ et de se donner une prochaine étape pour pouvoir poursuivre l'amélioration et de notre enseignement et de l'apprentissage des élèves.
Il ne faut pas oublier que les 9 pratiques sont aussi importantes les unes que les autres pour l'amélioration de la compréhension et de l'amélioration du rendement de nos élèves. Alors, ceci termine les pratiques pédagogiques à fort impact. Nous allons passer à l'enseignement en intégrant les domaines, qui est le développement des compétences requises pour construire notre cabane dans l'arbre. Alors, je laisse la parole à Dr. Surtan. Bonjour, je vais parler en anglais, mais les diapos sont en français. Merci. So, I was a research advisor to the ministry around this particular curriculum, and I'm just going to take a couple of minutes right here just to emphasize the importance of integrating the different strands and the different concepts within mathematics. You can see in these tapestries how beautiful and rich it is when we integrate those particular colors. And I think of those very much as integrating some of the mathematics strands and some of the mathematics concepts. So we're just going to look a little bit more at some of the ministry messages around this, and also I'll talk a little bit about some of the research behind this. So in this particular message, which comes from the curriculum document, it's from the front matter, or what they call le contexte. It really is highlighting the importance of students making connections between mathematics concepts, between mathematics and other disciplines, and also between mathematics and daily life. So that idea, and there's tons of research to back up the idea, that it's not enough for a student to learn a concept in an isolated situation, in an isolated strand. We can deepen their understanding of that concept the more places that they actually get to experience it, and the way that they can make connections between those different experiences. Because when they're making those connections about that concept and those different experiences, then their understanding just goes that much deeper, and it becomes that much richer. In the next slide, we see, again, another instance where the ministry is talking about the importance of making connections between math concepts and their experiences, and math concepts in other situations. And part of the reason that they're talking about it in this particular slide is really to talk about developing students' conceptual understanding, but also to develop the power that they have as they become and see themselves as mathematics learners. You know, I'm sure some of you have met people. I meet people who say, oh, I'm not a math person. I was never good at mathematics. And we just don't want that happening. We want everybody to see themselves as a mathematics learner. So we want to be able to give them a variety of experiences so they can connect to the mathematics that they're actually doing. And they can see themselves as somebody who is capable of being a mathematics person, so that we no longer hear them talk about not being a math person. It's powerful knowledge, mathematics. And in the next slide, this is a long quote in this case, but again, it's reiterating some of the things I've already talked about, but the focus in this particular excerpt is not only on the math concepts or the math content, but it's actually also on the mathematical processes. So the kinds of actions that students engage in when they do mathematics, and the variety of experiences that they need. So we know the mathematics processes, they were in the previous curriculum, they're in this curriculum. It's about engaging students in problem solving, in making connections, in communicating, in reasoning and proving, in using tools and strategies. So all of these kinds of experiences of engaging in mathematics, again, help them connect those mathematical ideas. So it's not only about connecting the content, but it's also about connecting the mathematical processes. Math is not a series of isolated skills. It really is about establishing relationships between concepts and processes. And if we go to the next slide, I'm going to be turning things back to Lise. She had a chance to catch her breath there, but I will warn you that I'll be coming back, because what we want to talk about towards the end of this presentation
is assessment and evaluation, and particularly about how do we think about cross strands and providing 1 mark on a report card. So over to you, Lise, c'est la modélisation. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme Dr. Surtam disait, elle parlait de processus. Donc, la modélisation mathématique, c'est mon processus. Alors, je dois suivre le plan de ma cabane, je dois pouvoir suivre le plan de construction de ma cabane. Alors, lorsque nous sommes arrivés au webinaire ce matin, nous avions déjà une idée de ce qu'était la modélisation mathématique du nouveau programme cadre. Donc, ça fait partie du domaine de l'algèbre. On a la même description pour de la première à la 8e année et il n'y a pas de contenu. Donc, ici, les enseignants évaluent le processus de la modélisation mathématique. Donc, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on était habitué, mais il y a plusieurs années, d'évaluer le résultat, donc une réponse, mais aujourd'hui, c'est le processus. Donc, allons voir ce processus de modélisation mathématique qui fournit des connexions réelles à des situations de la vie de tous les jours. Donc, le processus débute par un problème de la vie courante, parfois mal défini. Quand il nous arrive un petit problème là, dans notre vie quotidienne, c'est habituellement pas très bien défini. Donc, c'est mal défini. Ça peut même être désorganisé, mais ces différents problèmes-là ont différentes solutions qui sont réalistes et qui sont correctes, qui sont bonnes. Donc, la modélisation mathématique requiert de la créativité, un esprit critique. Nous devons faire des choix, émettre des hypothèses et prendre des décisions. On doit être conscient aussi des différentes cultures parce que les élèves utiliseront différents modèles selon leurs expériences, selon leur vécu. Alors, qu'est-ce que chacune des étapes du processus de la modélisation mathématique implique? À quoi est-ce que ça ressemble? Comment est-ce que je peux franchir chacune des étapes? Donc, comprendre le problème, ma première étape, c'est une activité de réflexion, une discussion en groupe classe ou en petit groupe. Donc, il faut savoir à quelles questions est-ce que je dois répondre, quels sont les renseignements qui sont nécessaires. Pour l'analyse de la situation, les petits groupes peuvent réfléchir pour déterminer les informations et la façon dont les informations seront rassemblées, les hypothèses qui peuvent être émises. Donc, on doit répondre aux questions. Quelles sont les hypothèses que je dois formuler à propos de la situation? Lorsque les élèves créent un modèle mathématique, ils font le travail de mathématicien. Alors, je reconnais mes petits mathématiciens en herbe qui sont dans ma salle de classe. Donc, c'est là qu'ils doivent rassembler les données, mesurer, dessiner, faire du graphisme. Donc, en somme, là, ils prennent en note de façon personnelle les données et les informations recueillies et ils les organisent. Et enfin, lorsque les élèves analysent et évaluent le modèle, ils doivent prendre un recul pour voir si le modèle résout vraiment le problème. Donc, il peut y avoir partage de modèles avec les autres groupes ou avec les autres élèves pour obtenir de nouvelles idées pour améliorer leur modèle ou de nouvelles informations et reprendre leur modèle. Donc, encore là, le processus n'est pas nécessairement linéaire, ça peut être un peu désorganisé. Donc, le processus de modélisation mathématique, ce n'est pas une équation ou du matériel de manipulation qui ont été utilisés, qui sont la modélisation mathématique. Déjà, on utilisait le matériel de manipulation ou l'équation comme modélisation mathématique, mais plus maintenant. C'est vraiment un processus avec nos 4 étapes.
La prochaine diapo, je vous présente deux petites questions, deux petits problèmes et je vous demanderai, est-ce que le numéro 1 ou le numéro 2 sont une question de modélisation mathématique? Alors, la première question, combien coûte le fait d'avoir un animal de compagnie? Ou encore, numéro 2, si un sac de nourriture pour un hamster coûte 10 $ par mois, combien coûtera la nourriture pour une année? Donc, d'après vous, est-ce le numéro 1 ou le numéro 2 qui est une question de modélisation mathématique? Donc, on commence à avoir des réponses. On nous donne le numéro 1. Donc, dans le fond, pour que ce soit une question de modélisation mathématique, elle doit répondre aux critères, aux questions qui sont inscrites sur la diapositive. Est-ce que c'est une situation de la vie réelle? Est-ce que les élèves peuvent utiliser le processus de modélisation mathématique pour répondre à la question? Est-ce que cette question nécessite une recherche? Est-ce que les élèves peuvent décider des sous-questions à explorer et d'autres sous-questions à ignorer? Est-ce que la question cible des attentes de différents domaines et même de différents sujets? Alors, on voit que le numéro 1 répond à ces critères. Un autre exemple, quel est le meilleur véhicule à acheter? Ça, c'est mon numéro 1. Et mon numéro 2, si le taux d'essence d'un véhicule à 4 roues est de 0,1 litre par kilomètre et un autre a un taux d'essence de 105 millilitres par mètre, lequel a un meilleur kilométrage ou lequel sera le plus économique? Donc, d'après vous, est-ce le numéro 1 ou le numéro 2? On a juste une personne, Lise, qui s'est aventurée, puis c'est Maude. Merci d'avoir pris un risque, Maude. Maude écrit, c'est le numéro 1 pour les deux questions. Evelyne qui embarque avec le numéro 1, elle aussi. Un gros merci, Pierre et Maude et Evelyne. Alors, maintenant, la question demeure, comment est-ce qu'on peut guider le personnel enseignant pour créer des tâches de modélisation mathématique? Alors, bien oui, il faut commencer lentement. Donc, vous pouvez utiliser les exemples qu'on vient de faire. Donc, faire un rappel de l'exemple de la nourriture pour l'animal de compagnie ou encore l'essence pour le kilométrage. Donc, ils étaient des problèmes écrits qui ont été transformés en questions de modélisation mathématique. Il faut aussi reconnaître que les 4 composantes de la modélisation mathématique doivent être enseignées de façon explicite. On peut explorer les attentes des autres sujets comme sciences, géographie pour créer des occasions d'intégration de matière. On peut considérer l'utilisation de la modélisation mathématique comme une activité culminante, c'est-à-dire qu'il y a des concepts qui ont été appris. Maintenant, comment est-ce qu'on peut les utiliser dans la vie de tous les jours? Et enfin, j'ai laissé un lien au bas qui est la présentation de l'OAME et la FEMO au sujet de la modélisation mathématique. On y présente différents exemples, alors vous pouvez aller en chercher de cette présentation-là. OK, et là, je vois dans la conversation que Luc nous dit même la question 2 pourrait porter à plusieurs réponses, à plusieurs façons d'atteindre un résultat. Alors, merci beaucoup, Luc, pour ton partage. Et maintenant, je vais laisser la parole à Dr. Surtam pour l'évaluation au service de l'apprentissage et de l'apprentissage. Merci, Lise. So I'm going to talk a little bit about assessment in general and then kind of zero in on the idea of the report card and 1 mark and thinking about what do we do about this idea of cross-stranding in terms of assessment. Next slide, please. So this is just a reminder, and I'm sure many of you know, about the important components of sound classroom assessment. So thinking about it as sound classroom assessment should not be an event, but it should be something that is occurring all of the time. It's meant to be supporting both teaching and learning, and that in that way it's integrated within everything that a teacher does.
as a teacher listens or responds to student thinking, that's part of our formative assessment that's ongoing, as opposed to assessment being only something that occurs as an event with a test at the end of the unit. Also, Sound Classroom Assessment uses a variety of different assessment strategies. And that's not only because we know that students need multiple opportunities to show what they know and can do. We know that students show their learning in different ways. But if we think about, I know I spoke before about the processes of mathematics, those processes would get assessed in different ways. So if I think about the curriculum, there might be a point where a student is doing a calculation or an expectation that talks about calculating. Well, yes, that could be assessed by a paper and pencil test, but there are so many other expectations that might ask students to communicate, to explain their thinking, to construct, to explain. And so some of those kinds of expectations cannot easily be assessed by a paper and pencil task. So it's really thinking about what am I assessing and what's the best way to assess it. It needs to be aligned with the curriculum and with teaching. So if students are used to working in groups on a problem-solving task, well, we don't assess their problem solving by making them sit alone. We might have them come together during the assessment, do some brainstorming, and then maybe separate so we get their individual thinking. We also know that we need to target our assessment at the mathematics that we think is most important, not the mathematics that's easiest to assess. Because quite often the mathematics that is easiest to assess is not really the mathematics that's most important to learn. And we're giving messages to students by what we assess. What we assess is what we tell students is important. So we need to think about making sure we assess those things that really are deep learning. And it's important that assessment is not done to students, but it's done with students. So it's about including them in the assessment process. And next slide, please. But what really occurs when we move to the idea of evaluation or summative assessment and thinking about coming up with what mark do we put on that report card? So if we go to the next slide, I'm going to lean on what are some of the policy messages, because we must follow the policy. This policy is an addendum to Growing Success document. And this policy, this addendum, is on the same web page as the curriculum. And so it really talks about the idea that the mark should be reflective of more holistic or global understanding of mathematics rather than divided into particular silos. That it should be integrating, teaching should be integrating those different domains. And therefore we need to be thinking about our assessment integrating those different domains. On the next slide, we see, going back to the actual Growing Success document, there's a quote in there because of course that still pertains, that really talks about the students' achievement is based on their achievement of the overall expectations, and that a teacher should pick and choose those specific expectations, which would really help the student gain the understanding of the overall, and also thus would influence the assessment of the overall expectations. And there's a real push here to be talking about teachers' professional judgment. So if we see the next slide, it reminds us that ultimately we really are assessing the achievement of the curriculum expectations addressed during a particular reporting period. And so a teacher needs to consider what are the expectations that we have covered and to what extent within that particular reporting period. So on the next slide, you can see kind of the way I like to think about this. On this particular diagram, I have the strands across the top. I don't have the social emotional learning here because at this point, the ministry has advised that we do not need to be assessing that. And below each of those strands, I basically have the overall expectations. So for instance, under number, the first one is about number, the understanding of number. The second is about operations with numbers. Under algebra, the first one, although it's not marked there, is actually about patterns. The second one is about understanding equations and a sense of equality.
So you can read those. I don't need to talk through all of those, but this are just taken from the curriculum. So there's nothing magic about it, but it's a way for me to conceptualize, okay, what is this global thing that I'm looking at? And if we go to the next slide, you can see how I think about how do I gather my assessment data and what do I do with it? So each of these little circles is not, the numbers in it are not meant to be levels. It's meant to be assessment 1, assessment 2. So let's look at assessment 1. I can see that I have a dot both under number and under measurement. So this actually represented a task that a teacher did in the measurement strand, where perhaps they had students measure the room's perimeter, or perhaps calculate the area. So you can see there are two things going on there. The teacher could be collecting data about measurement, but the teacher's also collecting data about the student's sense of number. And maybe assessment 2, we see that that lands under patterning. So perhaps they were doing a patterning task, and maybe the students came up with describing the pattern as times 3 plus 1. And then the teacher perhaps asked them to use that pattern to calculate what would be the 6th term. So we can see again that they're dealing with patterns, but they're dealing, you can see number 2 falls in operations because they're doing some operations with those numbers. So the idea is that this little dot doesn't tell us enough, that the teacher would have to have some written notes, let's say, or perhaps a level in terms of to what extent did the student achieve this expectation, and probably a date, because we really want to think about which of these assessments would be the most recent representation of that student's understanding. So now what I'd like to do on the next slide is for us to, I'm going to go back to assessment, but for us to go back to thinking about the modeling tasks that Lise presented a little while ago. So she presented a couple of tasks. One was about how much does it cost to have a pet? And the other one was about which car is the better car to buy. And so what I'd like you to do is to enter in the chat pod en français, s'il vous plaît, in the chat pod, just name one of the mathematical concepts or ideas that you think might arise as the students were working on that modeling task. So I'll give you a couple of minutes. I want a variety of different mathematical ideas that could pop up as the student is working on this. So for instance, I might say financial literacy. So I'll leave it to you to jot down a whole bunch of others. Okay, données, data, collecting data, great. Operations, obviously, good. I'm picturing those, the student choosing a pet, let's say a dog, and they might be doing some measuring to be thinking about the size of the dog. Yeah, there's some literacy, there's some use of number. I'm thinking about even the situation with the car, and they might be figuring out the rates in terms of the mileage or how many kilometers can they get per liter. So they might be doing some proportional reasoning. Right, relationships, relations. So thinking again about patterns, numeric patterns. So I think you can see that we could brainstorm lots of different ideas that might come up. And, you know, they might come up differently for different students depending on how they actually approach that problem, right? Whether they were using proportional reasoning or whether they were using something else as they worked through this, what kinds of operations they were engaged in. So if I go to the next slide, these were some ideas as to the possible kinds of things that might come up. And you can actually see that they could kind of fall into all of those different strands, depending on how the student approached that problem. And you probably can see for those of you who entered your ideas in terms of the mathematical ideas within the chat pod, that many of these are represented in here. So we could recognizing
proportional reasoning, organizing data into tables, etc., finding data, figuring out the costs for financial literacy and measuring. So that modeling task then tells me that I might have the opportunity to gather quite a bit of data in a variety of different strands. But also I could gather data around how students are actually engaged in the process of mathematical modeling. So if we go to the next slide, we can see that there are different ways I might evaluate that process of mathematical modeling. So perhaps I would have checkpoints along the way with some observation, conversations with students, see what kinds of materials they're producing along the way. There could be some self and peer assessment as students reflect on the different models that students came up with to solve the problem. And perhaps I'd have them create a portfolio and sit down with me at the end and show me all of the material that they worked through and the calculations they did to be able to come up with that model. So in that sense, then when I go to the next slide, I can see that that chart I had in the beginning that said, oh, you have a variety of different evidence you can collect from tasks or tests or quizzes. I now can add to that from this cross-stranded modeling task, depending on how much these emerged. But there are many other places where I have new assessment evidence, and you can see that by those kind of rust-colored stars that are there, that I have assessment evidence in many of those other areas, but I also have assessment evidence in terms of the modeling process. And of course, the question comes, yes, well, but what do I do with all of this? How do I put this all together? And that's a good conversation. So it's, what do I have other than these dots? What might be most recent? What is most reflective of where the student is now? And if I go to the next slide, that reminds us that really it's about teachers' professional judgment. But I would have to say, as leaders within the school, we need to think about how is it that we can develop and enhance teachers' professional judgment and provide space for them to have conversations so that they start to develop a somewhat consistent idea of how do they work with assessment data when it comes to coming up with evaluation. And I will hand it back to Lise.